Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Donald Trump relance sa guerre commerciale. Nouveaux droits de douane, nouvelles menaces, nouvelles exemptions aussi. Officiellement, il s'agit de protéger l'industrie américaine, mais à quel prix? Car pendant que Washington multiplie les barrières douanières, l'inflation repart à la hausse, les consommateurs américains payent davantage et la Chine continue de gagner du terrain. Alors Donald Trump est-il en train de défendre la puissance américaine ou d'accélérer son déclin? Les droits de douane sont-ils une stratégie économique cohérente ou un pari politique risqué? Et dans 20 ans, parlera-t-on encore des États-Unis comme de la première puissance mondiale? C'est le regard décalé avec Bernard Keppen. Bonjour Bernard Keppen. Bonjour Gaël. C'est un plaisir de t'avoir puisqu'il faut qu'on discute de cette nouvelle lubie, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, hein. Trump a annoncé qu'il allait relancer une série de taxes douanières. Alors, j'ai une première question de compréhension. Ces taxes, elles ont quand même déjà posé des problèmes, elles ont été dénoncées par la Cour suprême. Comment est-ce qu'il trouve encore le moyen de relancer une nouvelle salve de taxes? Il faut peut-être remettre le contexte exactement, puisque donc, c'est la première mesure qui avait été prise, dénoncée par la Cour suprême. Qu'a fait Trump ou qu'a fait l'administration Trump? Ils ont réimposé des droits de douane de 10% pour tous les pays, mais qui n'étaient valables que 150 jours. Aujourd'hui, ils devaient trouver une deuxième façon de réinstaurer ces droits de douane. Et donc, ils ont été cherchés dans un certain nombre d'articles qui permettent de prendre des mesures pour un certain nombre de pays qui ne respectent pas un certain nombre de règles. Et là, ils ont décidé que dans ce cas précis, ils ont trouvé 60 pays qui utilisaient, ou en tout cas qui importaient des produits pour lesquels on utilisait de la main-d'œuvre dans des conditions qui étaient inacceptables. Et donc, ces 60 pays vont être à ce moment-là taxés. Donc là, aujourd'hui, on sort de la première mesure qui était une mesure globale et générale, en plus de ça, avec des droits de douane qui étaient divergents en fonction des pays. Et c'est ça que la Cour suprême avait dénoncé. Et là, au contraire, il s'assied en disant j'ai un véritable droit de pouvoir imposer ces droits parce que j'ai les articles qui me permettent de le faire. Oui, mais donc il part sur l'article et entre autres, l'Europe est concernée par Ouais. ces frais de douane, hein, on va pas, mais il détermine qu'il y a du travail illégal. Sur quelle base il prend, enfin, il peut, Alors, l'administration américaine aurait, semblerait-il, mené une enquête en estimant que ces 60 pays sont ceux qui ne respectent pas ces règles-là. On sait très bien que c'est un argument qui est complètement fallacieux et que c'est la seule façon qu'ils avaient pour essayer de réimposer ces droits de douane. À côté de ça, il faut quand même savoir qu'il y avait déjà des accords qui avaient été signés. Si je prends le cas de l'Union européenne, on a des accords qui ont été signés. Il y a encore des discussions avec la Chine pour le moment. Et donc, ça pose la question de savoir, ça vient en plus, ça vient à l'encontre des accords qui sont déjà signés. Et là, on est dans un flou total et on se rend bien compte, les derniers messages qui ont été pas plus tard que ce matin, c'était de dire, ben non, s'il y a des accords, finalement, on restera sur base des accords. Oui, en plus, il parle quand même de certaines exemptions. On parle entre autres d'équipements agricoles, industriels qui, eux, seraient exemptés de cette taxe. Il y a là plutôt une volonté économique ou une volonté électorale? Alors, très clairement, c'est la volonté électorale, c'est l'impact inflationniste, on le mesure déjà aujourd'hui. Alors, on avait eu un phénomène qui avait été assez marqué au moment de l'annonce le 2 avril 2025 d'une hausse de l'inflation, des craintes d'inflation au niveau des États-Unis. Comme il a fait marche arrière, cette crainte a baissé, on a eu un apaisement, on a finalement eu la disparition des droits de douane, donc a priori, l'impact inflationniste a été relativement limité, mais il est quand même bien présent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a en plus de ça la guerre en Iran qui a un véritable impact inflationniste, et donc une nouvelle salve de droits de douane aura de nouveau cet impact inflationniste, donc ce qui explique pourquoi les produits qui sont les plus importés par les États-Unis aujourd'hui sont exempts dans cette annonce. Oui, parce que l'air de rien, c'est la question qu'on peut se poser. Trump se pourvoit un peu en défenseur des ouvriers américains, de la classe moyenne américaine. On le sait, ces taxes, l'air de rien, la répercussion, les études le montrent, c'est directement sur les Américains, plus que sur ceux qui exportent. Oui, et ce qui est encore d'autant plus interpellant aujourd'hui, c'est que la guerre en Iran, où Trump dit oui, c'est pas grave, c'est juste la hausse du prix de l'essence, c'est un phénomène qui sera temporaire, mais l'impact sera relativement limité. Les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis ont bien montré qu'on a déjà un impact, ce qu'on pourrait appeler d'un second tour, c'est-à-dire une inflation qui se répercute sur les biens, une inflation qui se répercute sur les services, parce qu'à côté de la hausse du prix du baril de pétrole,
on a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, donc qui augmentent l'inflation, qui augmentent les coûts. Donc aujourd'hui, c'est clairement l'ensemble de l'économie qui est touché, mais donc l'Américain moyen qui, lui, fait son plein d'essence, est impacté, fait ses courses alimentaires, est impacté par cette hausse de l'inflation. Ouais, et l'air de rien, on peut s'interroger du coup sur la réelle stratégie qu'il y a derrière, puisque d'un côté, il annonce vouloir défendre les États-Unis et protéger les États-Unis, tout en impactant ses propres citoyens. Est-ce que finalement, le véritable ennemi, c'est pas plutôt la Chine? Alors, il faut quand même se rendre compte qu'entre le programme de Trump qui était d'annoncer, mais je vais améliorer votre pouvoir d'achat, je vais faire baisser l'inflation, et finalement sa vision et son électorat majoritaire, c'est plutôt l'Américain moyen. Et l'Américain moyen, clairement aujourd'hui, n'est pas du tout impacté de la même façon de la hausse des prix, de l'inflation, que les Américains qui sont là, en difficulté financière, qui n'ont d'ailleurs même pas été aidés par le nouveau programme de Trump. Donc aujourd'hui, sa préoccupation n'est pas l'Américain moyen. Sa préoccupation aujourd'hui, c'est de dire, moi je veux asseoir les États-Unis, même si c'est un coût pour les Américains qui sont de la classe moyenne, mais pour moi ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, clairement, sa position, elle est difficile à comprendre dans le contexte actuel. On ne comprend pas sa position par rapport à l'Iran, et on a du mal à comprendre sa position par rapport à la Chine, parce que finalement, les Américains ou les États-Unis s'affaiblissent par rapport à la Chine aujourd'hui. Venons-en justement, parce que les États-Unis parviennent malgré tout à garder des chiffres économiques résilients, si je peux dire Ouais. ça comme ça. On sait aussi qu'il y a un changement de direction à la Réserve fédérale américaine, à la Fed. On peut s'attendre là aussi à ce que la politique économique soit aussi loufoque peut-être que celle de Donald Trump lui-même? Alors, pourquoi est-ce que l'économie américaine est solide aujourd'hui? D'abord parce qu'on a tous les investissements dans l'intelligence artificielle, qui est un des grands moteurs de la croissance, de l'activité économique, qui porte, et on l'a vu avec les indicateurs sur ISM manufacturier, sur des services, ils sont en bonne position. Le deuxième élément, et je reviens sur cet élément qui est essentiel, la classe aisée aujourd'hui aux États-Unis, on sait que la croissance américaine, elle est basée sur la consommation. La classe aisée américaine, aujourd'hui, elle profite des investissements dans l'intelligence artificielle, parce que finalement, ce sont les dirigeants, ce sont ceux qui travaillent dans des sociétés qui ont des salaires mirobolants. Mais en plus de ça, ils profitent de l'excellente performance de la bourse américaine qui voit augmenter leur pouvoir d'achat. Donc cette croissance, elle vient de là aujourd'hui, essentiellement. Et puis on a les Américains qui, eux, qui ne sont pas du tout dans la même situation, qui, eux, ont subi la double peine. On l'a dit, la hausse de l'inflation, la hausse de l'essence, la hausse des droits de douane, et en plus de ça, la suppression d'allocations sociales. Ça touche quand même 12 millions d'Américains, c'est pas rien. Mais ça, aujourd'hui, ça ne pèse pas dans la croissance. Donc, aujourd'hui, ça, c'est la croissance aux États-Unis. Le deuxième élément en termes de croissance, et finalement, on s'en rend compte, on aura la confirmation probablement cet après-midi, c'est les chiffres de l'emploi aux États-Unis. On avait des craintes sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Là, aujourd'hui, on semble avoir une stabilisation du marché de l'emploi. Donc, un marché de l'emploi qui reste solide, ça veut dire confiance des consommateurs qui pourrait un tout petit peu repartir à la hausse, mais qui soutient la croissance aussi. Dans ce contexte-là, Banque centrale américaine qui regarde l'inflation, le chômage. J'ai pas de dégradation du marché de l'emploi et j'ai une inflation à la hausse. Donc, logiquement, aujourd'hui, la Banque centrale américaine, quand elle regarde ce bilan-là, si elle ne bouge pas à ses taux d'intérêt, elle reste restrictive, plus ou moins. Mais certains membres de la Fed depuis 2 ou 3 jours disent oui, mais il faudrait peut-être monter les taux à un moment donné, parce qu'avec une inflation qui est à 3,8%, on est très loin de notre objectif de 2%. Et donc, ça va être la grande difficulté, effectivement, pour le successeur de Powell aujourd'hui, d'asseoir sa crédibilité. Est-ce qu'il va asseoir sa crédibilité contre Trump? Et il est inimaginable d'avoir une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis aujourd'hui avec une inflation à 3,8%. Là, il se tire une balle dans le pied. Alors généralement, c'est des contextes que les marchés, ils aiment pas trop et pourtant, tu l'as dit, on a des marchés qui sont, hyper optimistes, qui sont même, hyper performants. Est-ce que ce sont des marchés qui ont appris à vivre avec Donald Trump et peut-être appris à le comprendre? Puisque même de là où on est, certains économistes se disent: «Mais que font ces marchés?» Ou est-ce qu'il y a une espèce de déni de ce qui est en train de se passer? Non, alors aux États-Unis, il faut quand même être bien clair, aux États-Unis, la performance du marché, c'est les valeurs technologiques, c'est l'investissement dans l'intelligence artificielle. Quand on voit les montants qui sont mis sur la table, très clairement, c'est logique quelque part qu'on ait cette évolution. Et en plus de ça, les résultats des sociétés sont là. On a des bénéfices. Donc,
C'est le simple reflet de ces investissements, de cette évolution. C'est ça qui permet à la croissance américaine de rester finalement solide dans un contexte géopolitique, économiquement mondial compliqué. Et donc, ces résultats, cette évolution, elle est cohérente par rapport à l'investissement qui est fait dans le secteur. Maintenant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est clair, parce que tous les autres secteurs ne performent pas comme l'ont performé, même si les résultats des entreprises aux États-Unis au premier trimestre ont été excellents, meilleurs qu'attendus. On l'a même vu en Europe, on a des résultats qui étaient meilleurs qu'attendus. Donc finalement, aujourd'hui, malgré ce contexte qui est compliqué, malgré la hausse de l'inflation, mais les entreprises américaines continuent à bien performer. Et donc finalement, la bourse, qu'est-ce qu'elle anticipe? Elle anticipe la sortie de la crise. Et donc si même dans une situation de crise, j'ai des performances qui sont bonnes et des résultats qui sont là, mais demain, mes résultats, ils seront encore là. Donc là, aujourd'hui, c'est le scénario de dire on va sortir de la guerre en Iran, donc l'impact négatif de la hausse du prix du baril va s'apaiser un tout petit peu, il faudra du temps, mais ça s'apaisera, et donc mes résultats des entreprises vont perdurer. La grande question, évidemment, c'est la valorisation aujourd'hui des sociétés, et c'est surtout toutes les introductions en bourse qu'on va avoir dans les prochains jours. Risque de dilution, ça c'est encore un autre débat, mais là, il y a une vraie question qui est en train de se poser. Est-ce que ça ne voudrait pas dire, du coup, que finalement, Donald Trump a peut-être raison, même si on peut questionner le remède employé? Mais ce n'est pas lui qui est à la base des investissements dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'arrivée de Trump qui a fait que l'intelligence artificielle est là. Donc, on a l'impression que les deux sont liés, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Et il n'a rien fait. Oui, il n'a rien fait en particulier pour aider pour l'intelligence artificielle. Donc non, c'est l'évolution, c'est les investissements, c'est le modèle économique global des États-Unis qui n'a strictement rien à voir avec la politique de Trump. Au contraire, pour un certain nombre de dirigeants aux États-Unis, sa politique, c'est un frein. C'est un frein, c'est un problème global, c'est un frein économique, mais c'est un frein géopolitique aussi, parce que plus il va se mettre des pays à dos, moins ces multinationales vont pouvoir se développer à l'étranger, parce que clairement, il va y avoir des mesures de rétorsion. Et donc, pour ces entreprises, cette politique, elle est extrêmement négative. C'est vrai qu'on peut se demander, revenons-en à ces frais de douane, il a essayé une première fois, il s'est fait taper sur les doigts, il a passé un truc in extremis, mais pourquoi persiste-t-il à ce point avec ces frais de douane? Mais parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'il veut absolument avoir une augmentation des entrées pour réduire le déficit aux États-Unis. Donc, c'est une façon d'avoir des fonds qui rentrent. Et la deuxième raison, c'est qu'il reste dans sa logique de base de son programme. C'est-à-dire, lui, il est persuadé qu'effectivement, il va pouvoir réindustrialiser les États-Unis. Mais si on va un petit peu plus loin, réindustrialiser les États-Unis, il faut avoir la main-d'œuvre. Arrêter le flux migratoire, renvoyer les gens chez eux, on n'a plus la main-d'œuvre. Si on veut clairement réindustrialiser les États-Unis, il ne faut pas avoir de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Donc il n'y a aucune cohérence dans la politique de Trump, aucune. Mais lui réagit à court terme dans sa vision de dire je veux réindustrialiser les États-Unis. Et c'est ça le socle de ces droits de douane. C'est de dire mais tous les produits que nous pouvons produire, on doit les produire. Mais il ne savent pas les produire. Oui, surtout qu'on sait bien, réindustrialiser, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Construire une usine, ça prend des années. Donc, il ne peut pas envisager cette politique de réindustrialisation à si court terme, en fait. Exactement. Et en plus de ça, en ayant l'attitude qu'il a au niveau géopolitique, en ayant l'attitude qu'il a de vouloir s'en prendre à tel et tel pays, mais finalement, ça freine les investissements qui avaient été annoncés dans la part d'un certain nombre d'acteurs aux États-Unis. Là, concrètement, aujourd'hui, on ne voit pas dans les faits ces investissements aux États-Unis, que ce soit de la part de la Corée du Sud, que ce soit de la part du Japon, eh bien concrètement, on ne les a pas. Parce qu'il s'est mis à dos ces pays, que donc aujourd'hui, ils freinent les quatre fers en disant « si moi demain, les Américains qui étaient nos alliés ne le sont plus, moi je ne vais pas aller m'investir aux États-Unis ». Donc on a au contraire un effet totalement contraire qui est en train de se mettre en place. Et tu l'as dit, réindustrialiser, ça ne se fait pas en un an. Donc, ça amène ma dernière question. Si on peut se projeter dans 10 ans et qu'on regarde ce mandat de Donald Trump, selon toi, est-ce qu'on parlera de Donald Trump comme quelqu'un qui a réactivé l'économie et la suprématie américaine, ou au contraire qui a projeté les États-Unis dans le déclin? Où penses-tu que seront les États-Unis dans 10 ans? Alors, peut-être pas dans 10 ans, mais je pense qu'il faut regarder le sommet Xi Jinping-Trump du mois de mai de cette année-ci, qui vient de se produire.
Il est peut-être très symbolique du transfert de témoins entre les États-Unis et la Chine. Pas volontaire, hein, c'est pas un transfert volontaire comme dans une course, hein, ce témoin. On a vu quelque part que probablement on va avoir dans les années qui viennent, alors peut-être plus que dans 10 ans, mais dans 20 ans ou dans 30 ans, que le leader au niveau mondial, ce ne sera plus les États-Unis, mais ce sera la Chine. On a connu dans l'histoire des grands empires qui ont disparu au fur et à mesure. Le dernier, c'était l'Empire britannique, et maintenant ce sont les États-Unis. Eh bien, probablement que là, on est parti pour avoir l'Empire chinois qui sera dominant par rapport aux États-Unis. Eh ben, merci beaucoup Bernard pour ce regard sur l'avenir des États-Unis et de la politique de Donald Trump. Et à très bientôt. Et à bientôt. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equance, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.